s'agit pas d'un attentat extérieur, il s'agit d'une catastrophe interne. Des gens ont écrasé les autres. Et ce qui vient nous dire assez clairement, les enfants, vous écrasez les uns les autres. Comme chaque jeudi, nous avons le plaisir de retrouver dans ce studio Michael Blum. Bonjour Michael, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Alors ce matin, vous avez choisi de revenir sur la catastrophe de Méron. C'était il y a un mois. Vous allez en parler avec votre invité, le Rav Henri Kad. Voilà, alors on est presque un mois après la catastrophe de Méron. Et on voulait revenir sur ce qui s'est passé. Entre-temps, la guerre nous a fait un peu, guerre avec Gaza nous a fait un peu oublier ce drame. Il y a quelques jours, la Knesset a discuté de l'éventualité de la mise en place d'une commission d'enquête. Et on voudrait en parler ce matin avec le Rav Henri Kad, fondateur, directeur de la revue Kuntras. Boker Tov, Rav Kad. Boker Tov à vous et à vos auditeurs. Alors, la première question sera, presque un mois après déjà, comment, dans le monde Haredi, on vit encore cette catastrophe qui a été un peu occultée donc, par les événements, comme je viens de le dire? Ouais, sur la place publique, ça a été occulté, mais à l'intérieur, c'est sûr que tout le monde est encore choqué par ce qui s'est passé, troublé, perturbé, endeuillé par ce qui s'est passé, parce que somme toute, je crois que la plupart des gens connaissaient l'un l'autre. Et je vais vous dire, moi j'avais là-bas 2 enfants et quelques petits-enfants. Donc tout le monde était horriblement angoissé, horriblement pris à la gorge. Et ceux qui malheureusement y ont laissé des morts, évidemment. Bon, ça pose question, ça interpelle. En cet endroit tellement saint, tellement respecté, tellement attirant, car que puisse arriver un tel drame, ça interpelle de manière terrible, c'est l'évidence. Alors, on a vu les conséquences, donc ça se fait beaucoup de bruit, donc cette demande de commission d'enquête. On a vu les députés des partis Haredim quitter la salle, refuser de participer, de voter en faveur de cette commission. Comment vous expliquez ça? Quelle est la position des dirigeants Haredim, des dirigeants politiques? Regardez, je crois qu'il faut dire 2 choses. Je crois qu'il faut dire une première chose, c'était la réaction à peu près immédiate de 2 personnalités du monde orthodoxe, et je crois qu'elles sont représentatives de l'ensemble de ce qui s'y dit. C'était le député, le Rav Gafni, qui d'un côté, et c'était de l'autre côté, tout à fait de l'autre côté, le Rav de la Chassidoute Karlin. Les 2 ont dit à peu près la même chose. Il faut absolument et en urgence qu'il y ait que l'ordre soit fait et qu'on comprenne ce qui s'est passé pour éviter que une telle chose puisse se reproduire. À savoir donc, il faut travailler, il faut chercher, il faut analyser, il faut enquêter pour arriver à une des conclusions. Et parce qu'il faut que ça change, parce que là on a dépassé des limites, parce que là on était, entre parenthèses, on était effectivement, c'était cette année une année spéciale. Parce que l'an dernier, personne n'a pu venir du fait du corona. Deuxièmement, c'était un vendredi. Donc, les gens, si vous savez ce que signifie de se rendre à Méron, au milieu de la semaine, quand c'est Lag BaOmer, c'est très très difficile, ça prend des heures et des heures, on traîne sur les routes, il y a des bouchons, etc. Un vendredi, c'est de loin pire. Donc, ça fait que tout le monde s'est retrouvé à peu près aux mêmes heures, enfin sur les 12 heures, disons, de la nuit, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Bon, ça fait, les 2 raisons ensemble, ont fait qu'il y avait plus de monde que d'habitude, il faut pas l'oublier. Mais, en tout cas, il faut prendre des mesures, il faut que ça soit fait, et ça me paraît, c'est l'évidence, je crois, chez tout le monde, il faut que quelque chose soit fait, premièrement. Deuxièmement, et c'est là le problème, qui peut réfléchir? Alors, je crois que quelqu'un a ce problème, qui sait qui peut analyser, qui peut enquêter. Je crois qu'un autre député, Yaakov Tessler, a dit les choses de manière très intelligente. Il a dit, c'est très simple. Admettons qu'il y ait un tel incident, un tel drame qui se produise sur un stade quelconque. Ça peut arriver, il y a beaucoup de monde. Est-ce que, effectivement, on va de manière intelligente faire appel à un gars comme moi qui ne sait pas ce que c'est qu'un stade? Moi, je vais pouvoir donner mon avis et réfléchir et enquêter pour dire, voilà, pourquoi il y a eu ce problème dans ce stade. J'ai jamais vécu ça, je peux rien dire, je peux rien faire. Idem, et c'est le problème, idem si on prend un juge qui ne sait pas ce que c'est que le monde religieux, pour ne pas dire
des fois, en tout cas la Cour suprême le contraire, qui ne sait pas ce que c'est l'Akba Omer, qui ne sait pas ce que c'est le Méron, et qui va enquêter, mais il n'est pas en mesure de comprendre ni ce qui s'y passe, parce qu'il faut y avoir été au moins une fois dans sa vie, ni de comprendre la façon dont le public religieux se conduit. Donc, composer une enquête, une commission d'enquête dans laquelle il y a des juges qui soient les dirigeants, c'est une grosse ânerie, c'est une chose à ne pas faire. Rav Kahn, je voudrais juste faire une précision. Une commission d'enquête d'État, elle est dirigée par un juge, en général un ancien juge de la Cour suprême, mais les membres de cette commission ne sont pas obligatoirement des juges. Ils peuvent être des rabbins, ils peuvent être des journalistes, ils peuvent être des juristes, mais pas obligatoirement des juges. Hein. Ça a été toujours comme ça. Lorsqu'il y a eu des commissions d'enquête avec, par exemple, pour l'opération, les massacres de Sabra et Shatila, c'était un général de l'armée israélienne qui siégeait aux côtés du président de la commission, qui était effectivement un juge de la Cour suprême. Là aussi, donc, on pourrait mettre un rabbin qui sait comment les choses se passent à Méron. Bon, écoutez, je suis prêt à transmettre aux députés en question votre réponse et votre remarque. Je pense qu'ils le savent. J'imagine et que malgré tout, ils ont peur ou ils craignent ou eux, ils sont pour d'avis qu'il faut une autre sorte un truc public, mais pas un truc de la Knesset, parce que ils ne voient pas le fait que ce soit dirigé par un juge de la Cour suprême. Ils pensent que c'est un mauvais point. Bon, je ne viens pas défendre ma position. J'essaie de défendre celle de ces députés. On peut comprendre un truc qui commence comme ça, qui est basé sur, effectivement, qui passe placé sous une telle sommité. C'est pas bon, ça, on passe à côté de ce qu'il faudrait. Or, on est tous d'accord qu'il le faut. Bon, voilà, grosso modo, ce que je comprends, qu'on sera dans ce débat. Il faudrait interroger directement un député de ce groupe-là, du groupe orthodoxe, pour comprendre de plus près quels sont les arguments précis. Alors, au-delà de cette commission, Rav Kahn, comment on peut appréhender ce drame ? Parce que on sait, vous l'avez dit, il y avait beaucoup de monde, c'était un événement chaque année, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes se rendent à Méron. Comment on peut comprendre ? Est-ce que beaucoup de gens ont dit, finalement, si les années précédentes, il n'y a pas eu de catastrophe, c'était un miracle. Comment on peut comprendre que chaque année, il y a tellement de monde dans un endroit qui apparemment n'est pas prêt à accueillir tellement de monde, et au niveau spirituel, comment vous appréhendez, comment on peut expliquer cette catastrophe ? Bon, regardez, sur ce point précis, le dernier point, celui de l'aspect spirituel de la chose, il y a deux choses qui ont été dites. Il y a eu une déclaration ferme et définitive de Rav Kanievski, qui est considéré comme le grand du peuple juif aujourd'hui, disant « Nous ne sommes pas en mesure de décrypter ce qui s'est passé ». Point de la ligne. À savoir, il n'y a pas lieu d'essayer. Impossible, nous sommes incapables, nous n'avons pas parmi nous de prophètes, nous n'avons pas parmi nous de gens capables de dire voilà ce que l'Éternel voulait de nous. De manière directe et explicite. C'est le premier point, et je pense qu'il est indispensable de le dire. Si Rav Kanievski dit une chose pareille, c'est que personne ne peut venir après et ajouter quelque chose. Deuxièmement, lui-même a dit maintenant, et tout le monde d'ailleurs a pénétré cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? En quoi pouvons-nous et devons-nous voir dans cette catastrophe une interpellation avec quelque chose de massé, avec des actes qui suivent, donc des choses qu'il faudrait changer chez nous. Il y a différentes choses qui ont été dites, c'est important de le dire, c'est important de le savoir. Ceux qui veulent le savoir, je pense il y a pas mal de sources pour savoir. Chaim Kanievski a parlé de faire plus de des choses, j'allais dire banales, c'est interdit de le dire, mais encore, en tout cas, des choses sur lesquelles il faut se reprendre. Il faut, quand on dit les bénédictions, ceux qui ont la chance et prennent sur eux de dire, comme tout le monde, les 100 bénédictions par jour, de le dire avec plus d'intensité, plus de compréhension, plus de lèvres, plus de cœur. Pour les femmes, faire plus attention à la tsniout, à la pudeur exigée de leur part, des choses de cet ordre-là, et le reste, les autres rabbanim sont allés dans le même sens. Il y a un point, j'aurais encore ajouté, c'est peut-être, mais c'est à usage interne, je l'avoue, un peu le respect des uns envers les autres. Le respect des uns envers les autres. Un des Rosh Shivot de Ponevitch a fait remarquer qu'il ne s'agit pas d'un attentat extérieur,
Il s'agit d'une catastrophe interne. Des gens ont écrasé les autres. Ce qui vient nous dire assez clairement, les enfants, vous écrasez les uns les autres. Vous devez faire plus attention au respect des uns envers les autres. Bon, c'est ce qu'a dit le Rav de Ponevich, c'est important à savoir, mais bon, c'est peut-être à usage interne. Alors justement, s'écraser les uns les autres, c'est ce problème d'union dans le peuple juif. Alors on a vu pendant l'année de Corona qu'il y avait un sentiment, la société israélienne était divisée, beaucoup de scissions, de critiques envers le monde haredi qui, selon les médias, selon une partie de la société israélienne, ne respectait pas suffisamment les instructions sanitaires. Et là, on a eu l'impression, après ce drame, que le peuple tout entier était uni autour des familles, autour des victimes. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un espèce de retour du peuple juif en Israël, des gens qui comprenaient finalement que les Haredim ne sont pas différents, que tout le monde est frère, ou est-ce que vous sentez que c'est passé déjà, ce sentiment a été fugace? Je crois que deux choses. Premièrement, je crois qu'effectivement, il faut applaudir. Bon, c'est pas le problème. Mais en tout cas, il faut applaudir sur cette tendance qui effectivement est plus que bénie après la période de Corona où ça a été dur, voire très dur. Maintenant, il faut aussi ajouter, mais ça peut être à voir avec l'après Méron. Il faut ajouter tout de même un truc assez amusant pour nous. C'est le discours récent, discours à usage un peu interne, de Lapid à la Knesset, dans une réunion du groupe de Yahadut HaTorah, ce qui est assez anecdotique, mais c'est amusant tout de même. Lapid qui disait voilà, moi je suis descendant du Shla HaKadosh. Shnei Luchot Abrit, le Rav Horowitz, il y a plusieurs siècles. C'est tout de même amusant. Lapid vient et dit voilà, je suis un descendant du Shla. C'est fantastique. Et il ajoute le Shla, un des enseignements du Shla consistait à dire ne jamais jalouser les uns les autres. Bon, un enseignement du Shla HaKadosh. Et Lapid, descendant du Shla HaKadosh, dit mais moi j'ai un problème, je vous jalouse. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens, et c'était ça l'idée de la réunion, les gens qui pendant Corona, les orthodoxes, les gens actifs, Askanim, du public orthodoxe, qui ont déployé énormément d'efforts pour aider tout le monde pendant cette période. Certains qui étaient après Corona se sont rendus à l'hôpital, ont accompagné des gens qui étaient sous traitement dans l'état dans lequel on peut s'imaginer, et qui se sont dévoués avec beaucoup de force et de gentillesse envers l'ensemble du public. Lapid est venu, il a dit je vous jalouse. C'est une belle image de la part de quelqu'un qui pourtant œuvre contre nous le matin et le soir, et qui là reconnaissait que le public religieux a ses qualités, et somme toute, on le sait tous les groupes d'aide au public, de Pisaka jusqu'à nombre d'autres institutions d'entraide sont des organismes orthodoxes. Et ça, tout le monde le sait finalement, surtout quand on a besoin d'eux, quand on a besoin d'emprunter des appareils médicaux, quand on a besoin, etc. Donc, l'image d'ensemble était mauvaise il y a quelques semaines, quelques mois. Il me semble qu'elle s'améliore, et Bezrat Hashem, espérons qu'au moins ça, on aura gagné après ce malheureux drame. Donc, pour terminer, vous êtes assez optimiste, en fait, pour un rapprochement entre les différentes composantes du peuple juif? Oui et non. Attendons de voir comment la vie politique va s'organiser dans les semaines qui viennent. On a vraiment peur d'un retour de l'alliance des frères entre Lapid du même Lapid, quoi. En fait. Du même Lapid et de Bennett, et c'est une des grandes angoisses de notre public, et je crois que ça doit être l'angoisse du public en général, celui de revoir cette possibilité catastrophique de Lapid, Bennett, Lieberman comme ministre des Finances. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que tout ce qui est orthodoxe va voir tous les fonds qui lui sont livrés complètement diminués, etc. Nous voyons ça avec beaucoup d'angoisse, et espérons que Yazor Hachem, autre chose va se dérouler en fin de parcours, mais sinon, non. Sinon, ce n'est pas positif, sinon c'est inquiétant. Merci beaucoup, Rav Kahn, de nous avoir accordé cet entretien ce matin, et je vous souhaite une bonne journée. Merci, de même pour vous et à tous vos auditeurs. Merci.